Mes parents ont organisé mes funérailles il à 12 ans. Mais quand les infos ont révélé ma fortune, maman a écrit « Dîner d'urgence à 19 heures. Ne sois pas en retard. » Alors j'ai amené mon avocat et un avis d'expulsion. Je m'appelle Azili de Lamberty et, aux yeux de l'état civil, de l'église et de toute la ville de Chamonix, je suis morte depuis 12 ans. Mes parents ont enterré un cercueil vide. Ils ont pleuré des larmes de crocodile devant nos voisins. Ils ont accepté les condoléances, les fleurs et même les dons pour une fondation caritative à mon nom. Mais hier soir, alors que je regardais la pluie battre les vitres de mon bureau au 40e étage à La Défense, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Celle qui m'avait rayé de la carte des vivants. Le message était bref, brutal, comme si ces 12 années de silence n'étaient qu'une simple pause café, dîner d'urgence demain soir. 19 heures, ton père a eu une alerte cardiaque. C'est une question de vie ou de mort. Ne sois pas en retard. J'ai souri. Non pas de joie, mais de ce sourire froid que l'on a avant d'abattre ses cartes. Je n'ai pas apporté de fleurs pour ma résurrection. J'ai apporté mon avocat et un avis d'expulsion. Avant de vous raconter comment j'ai détruit ceux qui m'ont donné la vie, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages, cela me donne de la force. Merci à tous. Revenons à ce bureau glacé. 12 ans. C'est le temps qu'il m'a fallu pour passer de la gamine grelottante jetée dans la neige à la PDG d'Aterna, l'un des plus grands groupes de biotechnologie d'Europe. Je me souviens encore de la sensation du froid qui pénétrait mes os ce soir-là. J'avais 19 ans. Mon père, Gontran, avait jeté ma valise sur le gravier gelé de l'allée. Il ne criait pas, Gontran de Lamberty ne crie jamais. Crier, c'est pour le petit peuple. Il avait simplement ajusté ses boutons de manchette en or et m'avait dit, d'une voix aussi tranchante qu'une lame de rasoir, si tu refuses ce mariage, tu n'es plus ma fille. Tu es un cancer pour cette famille. Et on n'hésite pas à couper un membre gangrené. Je venais de refuser d'épouser l'héritier d'une banque privée, un homme de 20 ans mon aîné, vulgaire et cruel, dont la seule qualité était de pouvoir éponger les dettes colossales de la faïencerie familiale. J'avais dit non. J'avais choisi ma liberté. Et pour cet affront, il m'avait tué. Symboliquement d'abord, puis littéralement aux yeux de la société. Aujourd'hui, je suis listée dans le top 50 des femmes les plus influentes par le magazine Capital. Ma fortune personnelle dépasse l'imagination de mes parents. C'est la seule raison pour laquelle ce téléphone a vibré. Pas par amour. Pas par remords. Mais parce qu'ils ont senti l'odeur de l'argent. Ils pensent que je suis leur planche de salut. Ils pensent que je vais revenir, la tête basse, prête à acheter leur affection avec mon chéquier. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Je ne voyais plus la jeune fille effrayée qui pleurait dans le bus de nuit pour Paris. Je voyais une femme de 31 ans, vêtue d'un tailleur Saint-Laurent sur mesure, le regard durci par des années de lutte dans la jungle corporative. J'ai appuyé sur l'interphone de mon bureau. Cyprien, ai-je demandé. Oui, Azili, a répondu la voix calme de mon avocat et bras droit. Préparez le jet pour demain matin. Nous allons à Chamonix. Il y a eu un silence, puis, êtes-vous sûr? Nous pouvons envoyer les huissiers. Vous n'avez pas à subir ça. J'ai caressé l'écran de mon téléphone, relisant ce message hypocrite. Non, Cyprien. Envoyer un huissier, c'est du business. Y aller moi-même, c'est personnel. Ils ont invité un fantôme à dîner. Il serait impoli de ne pas honorer l'invitation. J'ai raccroché. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais d'une adrénaline sombre. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Et à Chamonix, en plein hiver, il allait faire très, très froid. Le lendemain matin, l'aéroport du Bourget était noyé sous une brume grise. Cyprien Vasseur m'attendait sur le tarmac, une mallette en cuir noir à la main. Cyprien n'est pas un avocat ordinaire. C'est un requin en costume 3 pièces, un homme qui connaît les failles du système fiscal français mieux que le ministre des Finances lui-même. C'est aussi la seule personne au monde en qui j'ai une confiance absolue. Nous sommes montés dans le jet privé, un Falcon 8X. L'intérieur sentait le cuir neuf et le café fraîchement moulu.
Une différence frappante avec mes débuts à Paris, où je dormais dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés et où je mangeais des pâtes au beurre un jour sur deux. Révisons le dossier une dernière fois, a dit Cyprien en ouvrant sa mallette. Il a étalé des documents sur la table en noyer. C'étaient les armes de ma guerre. Comme vous le savez, Azili, nous avons opéré via la société Écran Nemesis Invest, basée au Luxembourg, a-t-il commencé, son doigt glissant sur les colonnes de chiffres. Vos parents n'ont aucune idée que c'est vous qui tirez les ficelles. J'ai hoché la tête, prenant une gorgée d'eau gazeuse. Où en sont-ils exactement? C'est pire que ce que nous pensions, a répondu Cyprien avec un petit sourire satisfait. Gontran a hypothéqué le château familial il y a 2 ans pour investir dans une crypto-monnaie douteuse. Il a tout perdu. La banque allait saisir la propriété, mais nous avons racheté la dette in extremis. Il a sorti un autre document. La faïencerie de Lamberty est techniquement en faillite. Les fournisseurs ne sont plus payés depuis 6 mois. Ils ont falsifié les bilans comptables pour obtenir un dernier prêt de sauvetage auprès du Crédit Agricole. Ce prêt, Azili, nous l'avons racheté le mois dernier avec une décote de 40%. J'ai regardé les chiffres. Ils donnaient le vertige. Mes parents, qui se promenaient dans Chamonix comme des rois, qui méprisaient quiconque ne portait pas de nom à particules, étaient en réalité des clochards célestes. Ils vivaient à crédit sur un prestige qui n'existait plus. Et Iseult, ai-je demandé. Ma petite sœur. Celle qui avait toujours été la préférée, la princesse gâtée. Cyprien a soupiré. Votre sœur est un cas d'école. Elle se présente comme une influenceuse lifestyle sur Instagram, mais ses revenus ne couvrent même pas ses frais de manucure. Elle a accumulé 150 000 € de dettes sur diverses cartes de crédit revolving. Elle a acheté une Porsche le mois dernier avec un chèque en bois. La société de leasing a lancé un avis de recherche pour le véhicule. J'ai senti une boule de colère et de dégoût monter dans ma gorge. Pendant que je travaillais 18 heures par jour pour bâtir mon empire, ils continuaient leur danse macabre de vanité et de mensonges. Ils sont à votre merci, a conclu Cyprien en refermant le dossier. Vous possédez leurs dettes, leurs toits, leur entreprise et même les vêtements qu'ils portent. Juridiquement, vous êtes leur propriétaire. Pas encore, ai-je murmuré en regardant par le hublot les nuages qui défilaient. Juridiquement, je suis morte. Il va falloir corriger cette erreur administrative avant de procéder à l'exécution. Cyprien m'a observé avec inquiétude. Vous savez qu'ils vont essayer de vous manipuler. Votre mère va pleurer. Votre père va jouer la carte de l'honneur familial. C'est leur spécialité. Je sais, ai-je répondu. Mais l'honneur ne paie pas les hypothèques, Cyprien. Et les larmes ne m'atteignent plus. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps il y a 12 ans. Aujourd'hui, je suis un désert. L'avion a amorcé sa descente vers l'aérodrome le plus proche. Les Alpes se dressaient à l'horizon, majestueuses et impitoyables, leur sommet couvert de neige éternelle. C'était là-bas, dans cette vallée encaissée, que mon destin s'était brisé. Et c'était là-bas que j'allais le recoudre, fil par fil, cicatrice par cicatrice. À l'atterrissage, un 4x4 Mercedes noir blindé nous attendait. J'ai pris le volant. J'avais besoin de conduire, besoin de sentir la route, de contrôler quelque chose alors que mes émotions menaçaient de déborder. La route vers Chamonix serpentait entre les montagnes comme une cicatrice grise. La neige commençait à tomber, d'abord fine et légère, puis lourde et collante. Le paysage m'était douloureusement familier. Chaque virage, chaque sapin couvert de givre me rappelait mon enfance. Une enfance dorée en apparence, mais glaciale en réalité. Je me souvenais des dîners silencieux où le seul bruit était le tintement de l'argenterie sur la porcelaine. Je me souvenais des leçons de maintien, où ma mère me pinçait le bras si je ne tenais pas mon dos assez droit. Une de Lamberty ne s'avachit pas, Azili. On doit toujours paraître parfaite. Le paraître. C'était la devise de cette famille. Peu importe la pourriture à l'intérieur, tant que la façade brillait. Cyprien, assis sur le siège passager, consultait sa tablette. La météo annonce une tempête pour ce soir. L'école risque d'être fermée. Parfait, ai-je dit. Huis clos. Personne ne pourra entrer, personne ne pourra sortir. Mes pensées se sont tournées vers Mamie Zélie.
C'était la seule lumière dans mes souvenirs de ténèbres. Ma grand-mère paternelle. Elle n'était pas comme eux. Elle avait épousé mon grand-père par amour, venant d'une famille de fermiers, ce que ma mère ne lui avait jamais pardonné. C'était mamie Zélie qui m'avait appris à faire du vélo. C'était elle qui m'avait soigné mes genoux écorchés quand ma mère craignait de tacher sa robe. Et c'était elle qui, cette nuit terrible d'il y a 12 ans, m'avait glissé en secret sa bague de fiançailles. Vends-la, ma chérie, avait-elle chuchoté, ses mains tremblantes serrant les miennes. Va-t'en. Vis ta vie. Ne deviens pas comme eux. Cette bague m'avait permis de survivre les premiers mois à Paris. Je l'avais rachetée 3 ans plus tard au prêteur sur gage, au triple du prix. Je la portais aujourd'hui à mon doigt, comme un talisman. J'avais engagé un détective privé il y a 6 mois pour prendre des nouvelles de mamie Zélie. Le rapport qu'il m'avait envoyé m'avait donné la nausée. Il l'avait isolée. Il l'avait installée dans une petite chambre au rez-de-chaussée, loin du confort des étages nobles. Il disait à tout le monde qu'elle était sénile, qu'elle perdait la tête. Il contrôlait son courrier, ses appels. Elle était prisonnière dans sa propre maison, otage de son propre fils. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je ne revenais pas seulement pour me venger. Je revenais pour une mission d'extraction. Je n'allais pas laisser mamie Zélie passer un hiver de plus dans ce mausolée. Nous sommes arrivés à l'entrée de Chamonix. Les décorations de Noël étaient déjà installées. Des guirlandes lumineuses traversaient les rues, donnant à la ville un air féerique. Mais je savais ce qui se cachait derrière les volets clos des chalets de luxe, des secrets, des trahisons, des vies brisées par l'ennui et l'argent. Prête, a demandé Cyprien alors que nous approchions du quartier des Prazes, là où se trouvaient les plus vieilles demeures. Je suis née prête, Cyprien. Allons réveiller les morts. La nuit tombait vite en montagne. Les phares de la Mercedes perçaient l'obscurité grandissante, illuminant les flocons qui dansaient comme des âmes en peine. Nous avons tourné dans l'allée privée qui menait au manoir familial. Les grilles en fer forgé étaient rouillées, un détail que personne d'autre n'aurait remarqué, mais qui me sautait aux yeux. Le déclin était là, visible pour qui savait regarder. Juste avant le portail, j'ai dû freiner brusquement. Une silhouette traversait la route, tirant péniblement sur la laisse d'un caniche obèse. J'ai reconnu le manteau de fourrure synthétique et la démarche traînante. C'était Madame Soisic, notre voisine la plus proche et la plus grande commère de la vallée. J'ai baissé ma vitre. L'air glacial s'est engouffré dans l'habitacle, mordant mon visage. Madame Soisic, ai-je appelé. Elle s'est retournée, plissant les yeux contre la lumière des phares. Elle s'est approchée, curieuse comme toujours de voir qui rendait visite aux de Lamberty. Quand son regard s'est posé sur mon visage, elle s'est figée. Sa mâchoire s'est décrochée. Elle a porté une main gantée à sa bouche. Saint Vierge Marie, a-t-elle balbutié. Azili? Elle a reculé, trébuchant presque dans la neige. Son chien a aboyé, sentant la peur de sa maîtresse. C'est impossible. Vous êtes morte. J'ai mangé des petits fours à votre enterrement. J'ai senti un rire amer monter en moi. Ainsi, c'était vrai. Ils avaient fait les choses en grand. Des petits fours. Comme vous le voyez, Madame Soisic, les rumeurs sur ma mort ont été grandement exagérées, ai-je dit calmement. Je suis bien vivante. Et j'ai très faim. Elle tremblait de tout son corps, me regardant comme si j'étais une apparition démoniaque sortie des enfers. Mais, votre mère a dit, une overdose, à Paris. Elle a pleuré dans mes bras. Nous avons tous donné pour la fondation. La fondation pour les jeunes en détresse. Une fondation, ai-je répété, échangeant un regard rapide avec Cyprien. Il a noté l'information sur sa tablette. Fraude à la charité. C'était nouveau. Et c'était gravissime. Oui, le fonds Azili, pour aider les drogués. Oh mon Dieu! Elle commençait à réaliser l'énormité du mensonge dans lequel elle avait été complice malgré elle. Rentrez chez vous, Madame Soisic, ai-je dit doucement. Il fait froid. Et préparez votre téléphone. Dès demain matin, vous aurez beaucoup de choses à raconter à vos amis du bridge. Dites-leur que le fantôme est revenu. Et qu'il n'est pas content.
J'ai remonté la vitre et j'ai appuyé sur l'accélérateur, laissant la vieille femme pétrifiée dans la neige. Ils ont créé une fausse fondation à votre nom, a dit Cyprien, sa voix dénuée d'émotion mais chargée de gravité. C'est de l'escroquerie en bande organisée, Azili. C'est du pénal. Il risque 10 ans de prison. Parfait, ai-je répondu, mes mains serrant le volant. Je voulais juste les ruiner. Mais s'ils me donnent les verges pour les battre, qui suis-je pour refuser? Le manoir se dressait devant nous. Il était imposant, sinistre, avec ses tourelles pointues et ses volets clos. Mais les lumières brillaient à toutes les fenêtres. Ils avaient mis le paquet. C'était un spectacle désespéré, comme une vieille actrice qui se maquille trop pour cacher ses rides. J'ai garé la voiture juste devant l'entrée principale, bloquant l'accès. J'ai coupé le moteur. Le silence est retombé, lourd et menaçant. Allons-y, ai-je dit. C'est l'heure du spectacle. J'ai sonné. Le carillon n'avait pas changé. Un ding-dong profond et solennel qui résonnait comme le glas. J'ai ajusté ma veste, vérifié que mes boucles d'oreilles en diamant payées avec mon propre argent étaient bien visibles. L'apparence, c'est tout ce qu'ils comprenaient. Alors j'allais leur en donner. La porte s'est ouverte. Ma mère, Hermine, se tenait là. Le temps n'avait pas été tendre avec elle, malgré ses efforts acharnés pour le combattre. Son visage était figé dans un masque de cire, ses lèvres trop gonflées, son front trop lisse. Elle portait une robe de cocktail en velours bordeaux qui sentait la naphtaline. Elle a dû la sortir du fond de son dressing pour l'occasion. Pendant une seconde, j'ai vu la panique dans ses yeux. La peur pure de voir la fille qu'elle avait enterrée se tenir sur son perron. Mais Hermine de Lamberty est une actrice née. Elle a ravalé sa peur et a plaqué un sourire commercial sur son visage. Azili. Ma chérie. Elle a ouvert les bras, s'avançant pour m'embrasser. L'odeur de son parfum capiteux m'a agressé les narines. C'était l'odeur de mon enfance, l'odeur des reproches et des faux-semblants. Je ne l'ai pas touchée. Je suis restée raide comme un piquet. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres, gênée, et a fait semblant de lisser ma veste pour cacher son malaise. Tu es resplendissante, a-t-elle dit, ses yeux scannant mon corps, évaluant le prix de mes vêtements. N'est-ce pas qu'elle est resplendissante, Gontran? Mon père est apparu derrière elle dans le hall. Il avait vieilli. Ses cheveux étaient blancs, ses épaules voûtées, mais il portait toujours son air de supériorité comme une armure. Il tenait un verre de whisky à la main. Elle est en retard, a-t-il grommelé, sans même me regarder dans les yeux. Le dîner refroidit. C'étaient ses premiers mots pour moi en 12 ans. Pas de « bonjour », pas de « je suis désolé », pas de « tu m'as manqué ». Juste une critique. « Bonsoir père », ai-je dit froidement. Et voici maître Vasseur, mon conseil. Gontran a plissé les yeux. Un avocat? C'est un dîner de famille, pas une réunion de conseil d'administration. Vu les circonstances, Gontran, je pense que la distinction est floue, ai-je répliqué en entrant dans le hall sans attendre son invitation. L'intérieur était exactement comme dans mes souvenirs, mais en pire. Le papier peint se décollait dans les coins. Le tapis perçant était élimé jusqu'à la trame. Il y avait des taches d'humidité au plafond. La maison pourrissait de l'intérieur, tout comme ses habitants. J'ai regardé les murs. Ils étaient couverts de photos. Il y avait des dizaines de photos d'Iseult, Iseult à cheval, Iseult au ski, Iseult recevant son diplôme, qu'elle n'avait jamais obtenu. Il y avait des photos de mes parents en voyage. Mais de moi? Rien. Pas une seule image. J'avais été effacée. Gommée. C'était comme si je n'avais jamais existé. Venez au salon, a dit ma mère nerveusement. Tout le monde est là. Tante Mao, Iseult, et ta grand-mère. En entrant dans le salon, j'ai senti les regards se braquer sur moi. Tante Mao, la vieille fille aigrie, a ajusté ses lunettes, me détaillant comme une bête de foire. Mais mon regard a traversé la pièce pour se poser sur le coin, près de la cheminée éteinte. Là, dans un fauteuil roulant, emmitouflé dans une couverture grise, se trouvait Mamie Zélie. Elle semblait si petite, si fragile. Ses yeux étaient fermés. J'ai ignoré tout le monde et je me suis précipitée vers elle. Je me suis agenouillée à ses côtés,
prenant sa main froide dans les miennes. Sa peau était comme du parchemin. Mamie, ai-je chuchoté. Ses paupières ont papillonné. Elle a ouvert les yeux. Ils étaient voilés par la cataracte, mais quand elle m'a vue, une étincelle de vie s'est allumée. Azili? Sa voix était un souffle rauque. Mon petit oiseau? Tu es revenu. Je suis là, mamie. Je suis venue te chercher. Ils m'ont dit que tu étais morte, a-t-elle pleuré doucement. Ils m'ont dit que j'étais folle quand je disais que tu reviendrais. J'ai senti une rage volcanique monter en moi. J'ai levé les yeux vers mes parents. Ils détournaient le regard, mal à l'aise. Ils allaient payer. Pour chaque larme qu'elle avait versée, ils allaient payer au centuple. Bon, on va pleurer toute la soirée ou on va manger? J'ai un live TikTok prévu à 21h, je ne peux pas avoir les yeux rouges. La voix traînante et nasillarde venait du canapé. Iseult. Ma petite sœur. Elle était allongée, son téléphone à la main, scrollant frénétiquement. Elle portait une tenue qui devait être à la mode sur Instagram mais qui jurait terriblement dans ce salon décrépit, un haut court à paillettes et un pantalon de jogging de marque. Elle s'est levée, me toisant de haut en bas avec un mélange de jalousie et de mépris. Alors c'est toi la milliardaire, a-t-elle lancé en mâchant un chewing-gum. T'as pas l'air si riche. Ton tailleur, c'est quelle collection? Ça fait un peu strict, non? Iseult avait 25 ans, mais elle en paraissait 15 mentalement. C'était le produit pur de l'éducation de mes parents, vaniteuse, superficielle et totalement incompétente. C'est du sur-mesure, Iseult, ai-je répondu calmement. Et toi? C'est quoi cette odeur? Ah, je reconnais. Le désespoir parfumé au faux Chanel. Elle a rougi violemment. Tu te prends pour qui? Parce que t'as eu de la chance avec ta petite boîte de médicaments? Moi, je suis une créatrice de contenu. J'ai 50 000 abonnés. Je suis une marque. Une marque qui ne paie pas ses factures, a murmuré Cyprien derrière moi, assez fort pour qu'elle l'entende. Iseult s'est figé. De quoi il parle, lui? Maman, dis-lui de se taire. Hermine s'est interposée, battant des mains comme pour chasser une mouche. Allons, allons, pas de dispute. C'est Noël. Passons à table. J'ai fait préparer un festin. Iseult s'est rassise, boudant comme une enfant gâtée. J'ai observé son poignet. Elle portait un bracelet Cartier. Un faux, évidemment. Je reconnaissais la brillance trop vive de leur plaqué. Tout chez elle était contrefaçon. Sa vie, son visage filtré sur les réseaux, sa richesse. Elle était pathétique. Mais elle était aussi dangereuse, comme un animal blessé. Elle me détestait parce que j'étais le miroir de son échec. Je représentais tout ce qu'elle n'arriverait jamais à être, authentique et puissante par moi-même. J'espère que tu as apporté des cadeaux, a lancé Iseult en se dirigeant vers la salle à manger. Parce que vu comment tu nous as abandonnés, tu nous dois bien ça. Oh, j'ai apporté des cadeaux, ai-je pensé en touchant le dossier en cuir que Cyprien tenait serré. Des cadeaux inoubliables, ma chère sœur. Partie 7, la prisonnière, ST, 580T. Avant de passer à table, j'ai insisté pour emmener Mamie Zélie aux toilettes. Ma mère a essayé de s'interposer. Oh, laisse, l'infirmière viendra demain matin pour sa toilette. Elle n'a pas besoin. L'infirmière? Je l'ai coupée. Elle sent l'urine, maman. Sa couche n'a pas été changée de la journée. Tu as une infirmière qui vient une fois par jour? C'est ça ton standard de soins? Hermine a baissé les yeux, honteuse. Pas honteuse de la négligence, mais honteuse d'être prise en défaut devant un témoin extérieur comme Cyprien. J'ai poussé le fauteuil roulant vers le couloir. En passant devant la cuisine, j'ai vu l'état de désastre. La vaisselle sale s'empilait. Il n'y avait pas de domestique. Ils avaient dû les renvoyer il y a des mois faute de pouvoir les payer. Le dîner de ce soir était probablement un traiteur bas de gamme réchauffé. Dans la petite salle de bain du rez-de-chaussée, j'ai aidé ma grand-mère. C'était un moment d'une intimité déchirante. Cette femme, qui avait été une force de la nature, qui dirigeait le jardin et la maison d'une main ferme, était maintenant réduite à l'état d'objet encombrant. Il me déteste, Azili,
a-t-elle chuchoté alors que je lui lavais les mains. Gontran me déteste parce que je refuse de signer les papiers de la faïencerie. Il veut tout vendre aux Chinois. C'est l'héritage de ton grand-père. Je ne peux pas laisser faire ça. Tu n'as rien signé, ai-je demandé, surprise par sa résistance. Rien. Elle a eu un petit rire édenté, un éclair de malice dans le regard. Ils ne me nourrissent pas beaucoup, ils me privent de chauffage, mais je suis une tête de mule. Tant que je respire, ils n'auront pas la signature. J'ai embrassé son front ridé. Tu es une guerrière, mamie. Mais la guerre est finie. Ce soir, tu sors d'ici. Vraiment? Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu m'emmènes? Je te le promets. On va aller dans le sud. Là où il y a du soleil et des fleurs. Plus de neige, plus de froid. Elle m'a serré la main avec une force surprenante. Fais attention à eux, ma petite. Ils sont acculés. Et un rat acculé, ça mord. Je ne suis pas un rat, mamie, ai-je dit en la rhabillant. Je suis le chat. Et je suis venu jouer avec ma nourriture. Nous sommes retournés vers la salle à manger. J'ai installé son fauteuil en bout de table, à côté de moi. J'ai vu le regard noir que mon père a lancé à sa mère. Il attendait sa mort. Il l'espérait. Chaque jour où elle survivait était une insulte à son plan financier. Quelle horreur! Quelle famille monstrueuse! J'avais oublié à quel point le mal pouvait être banal. Il ne portait pas de cornes ni de queue fourchue. Il portait un vieux smoking et buvait du vin bon marché dans des verres en cristal ébréché. La salle à manger était glaciale. Le chauffage central devait être coupé pour économiser le fioul. Seule la cheminée, où brûlaient 3 bûches misérables, apportait un semblant de chaleur. Nous nous sommes assis. Mon père en bout de table, ma mère en face. Iseult et tante Mao d'un côté, moi, Cyprien et mamie Zélie de l'autre. Ma mère a fait tinter une petite clochette en argent. Une jeune fille, visiblement une étudiante payée au noir pour la soirée, est entrée avec le plat. Canard à l'orange, s'est exclamée Hermine avec un enthousiasme forcé. Ta recette préférée, Azili. Tu te souviens? Je l'ai fait préparer spécialement pour toi. J'ai regardé le plat fumant que l'on déposait devant moi. L'odeur sucrée et acide des agrumes m'a pris à la gorge. J'ai fixé ma mère droit dans les yeux. Maman, ai-je dit doucement. Je suis allergique aux oranges. J'ai failli mourir d'un édème de quinque à 10 ans. C'est toi qui as appelé les pompiers. Il y a eu un silence de mort. La fourchette de tante Mao s'est arrêtée en l'air. Hermine a cligné des yeux, 1 fois, 2 fois. Son sourire n'a pas vacillé, mais ses yeux se sont durcis. Oh, voyons Azili, ne sois pas dramatique. C'était il y a si longtemps. Les allergies, ça passe. Et puis, c'est juste la sauce. Tu peux gratter. C'était à 2, KUGIANNG, pause. Je dois vous demander quelque chose. Si votre propre mère vous servait un plat qui pourrait vous tuer, en prétendant que c'est par amour, que feriez-vous? Renverseriez-vous la table? Partiriez-vous? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à ma place. Je lis tout. J'ai senti la main de Cyprien se poser discrètement sur mon bras pour me calmer. Il a pris la parole, sa voix polie mais tranchante comme un scalpel. Madame, une allergie sévère ne passe pas. C'est une tentative d'empoisonnement, ou au mieux, une négligence criminelle. Je note cela au dossier. Mon père a frappé du poing sur la table, faisant tinter les verres. Ça suffit. On ne va pas faire un procès pour un canard. Elle n'a qu'à manger du pain. On a des choses plus importantes à discuter. Il a fait un signe à la serveuse pour qu'elle débarrasse mon assiette. J'ai regardé mon assiette vide. C'était le résumé parfait de ma place dans cette famille. Il voulait me consommer, mais il ne voulait pas me nourrir. Bien, a dit Gontran en se raclant la gorge. Il a adopté sa pose de patriarche, celle qu'il utilisait pour intimider ses employés. Azili, nous sommes heureux de te voir réussir. Vraiment. Le nom de Lamberty brille à nouveau grâce à toi. Le nom? Je l'ai interrompu. Je croyais que je n'avais plus le droit de le porter.
Je croyais que j'étais un cancer. Il a balayé ma remarque d'un revers de main. Des mots sous le coup de la colère. L'eau a coulé sous les ponts. Nous sommes une famille. Et les familles s'entraident. Combien, ai-je demandé. Je ne voulais pas entendre ces discours. Je voulais entendre le chiffre. Il a échangé un regard avec ma mère. Elle a hoché la tête imperceptiblement. La faïencerie traverse une zone de turbulence temporaire, a-t-il dit. Les banques sont frileuses. Nous avons besoin d'un pont financier. Pour moderniser l'outil de production. Combien, Gontran? Il a pris une grande inspiration. 5 millions d'euros. Sous forme de prêt familial, bien sûr. Sans intérêt. 5 millions. Il ne doutait de rien. C'était une somme astronomique, même pour moi. Mais ce qui me choquait, ce n'était pas le montant, c'était l'audace. Et qu'est-ce que j'y gagne, ai-je demandé. Tu gagnes le droit de revenir, a piaillé Iseult. Tu gagnes le droit de dire que tu es une de Lamberty. Et on enlèvera la pierre tombale au cimetière. C'est pas mal, non? J'ai regardé ma sœur, puis mes parents. Ils étaient sérieux. Ils pensaient vraiment qu'ils me faisaient une faveur. Ils pensaient que je souffrais tellement d'être exclu de leur petit cercle vicié que je paierais une fortune pour y rentrer. C'est une offre généreuse, a ajouté tante Mao. Nous sommes prêts à oublier ta fugue de jeunesse. Et tes fréquentations douteuses. Mes fréquentations douteuses, ai-je répété. Tu veux dire les ingénieurs et les chercheurs avec qui j'ai bâti mon entreprise? Des gens sans éducation, a reniflé mon père. Des nouveaux riches. Pas notre monde. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levée. J'ai marché lentement autour de la table. Le parquet craquait sous mes talons. Laissez-moi résumer, ai-je dit. Vous voulez 5 millions d'euros pour sauver une entreprise qui perd de l'argent depuis 10 ans. Une entreprise que vous avez saignée à blanc pour payer vos voitures, vos vacances et votre train de vie ridicule. C'est faux, a protesté ma mère. Nous avons tout sacrifié pour l'entreprise. Vraiment? J'ai fait un signe à Cyprien. Il a sorti un document de son dossier. Relevé bancaire de la société, année 2023, à lu Cyprien. Dépenses de voyage, 200 000 euros. Dont 3 séjours aux Maldives et 2 à Courchevel. Achat de véhicules de fonction, une Porsche Cayenne pour mademoiselle Iseult, une Bentley pour monsieur Gontran. Frais de représentation, 50 000 euros en grand cru et cigares. Mon père est devenu rouge brique. Comment avez-vous eu ces documents? C'est confidentiel. Rien n'est confidentiel quand on est incompétent, père, ai-je dit. Mais avant de parler d'argent, j'ai une question. Une seule. Je me suis arrêté derrière le fauteuil de ma mère. J'ai posé mes mains sur ses épaules. Elle s'est raidie. Pourquoi m'avoir déclarée morte? Pourquoi cette farce grotesque? Pourquoi ne pas avoir simplement dit que j'étais partie? Le silence est retombé. Personne n'osait parler. Même Iseult avait posé son téléphone. Répondez-moi, ai-je crié soudainement, faisant sursauter tout le monde. C'est tante Mao qui a craqué la première. Parce que c'était insupportable, a-t-elle craché. Les gens posaient des questions. Où est Azili? Pourquoi elle ne vient pas au bal des débutantes? On ne pouvait pas dire que tu travaillais comme serveuse à Paris. C'était la honte. Une de Lamberty qui sert des cafés. Alors vous m'avez tué, ai-je conclu. Une fille morte est une tragédie romantique, a murmuré ma mère, les yeux fixés sur ses mains. Une fille rebelle et pauvre est une tâche sociale. On a choisi la tragédie. Les gens nous ont plaints. C'était plus facile. J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. C'était ça, la vérité nue. Ils m'avaient sacrifié sur l'autel du « qu'en dira-t-on ». Ma vie valait moins que leur réputation au club de bridge. Plus facile, ai-je répété. Très bien. Alors je vais vous rendre la vie difficile. Vous parlez de honte, ai-je continué, ma voix tremblant de rage contenue. Mais parlons de la vraie honte. Parlons de l'argent que vous avez récolté sur mon cadavre imaginaire. Gontran a pâli. Il a commencé à transpirer abondamment. Je ne vois pas de quoi tu parles. Le fonds Azili,
a dit Cyprien. Créé 2 mois après votre décès. Objet social, aider les jeunes en désintoxication. Dons récoltés, 450 000 € en 10 ans. Bénéficiaires réels, Gontran et Hermine de Lamberty. Cyprien a jeté les relevés bancaires sur la table. Ils ont atterri au milieu des miettes de pain. Vous avez utilisé la mort de votre fille pour escroquer vos amis, vos voisins, l'église, ai-je dit avec dégoût. Vous avez pleuré sur une tombe vide et vous avez encaissé l'échec. C'est le niveau le plus bas de l'humanité. On n'avait pas le choix, a pleurniché ma mère. La toiture fuyait. Il fallait refaire la façade. On devait maintenir le rang. Maintenir le rang en volant? J'ai ri, un rire sans joie. Vous êtes pathétique. Tu ne peux pas prouver ça, a tenté de bluffer Iseult. C'est ta parole contre la nôtre. Oh, ma pauvre Iseult, ai-je dit en la regardant avec pitié. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu penses que c'est un jeu? Tu penses que je suis venu ici pour négocier? Je suis venu pour exécuter une sentence. J'ai repris ma place à table. J'ai bu une gorgée d'eau pour me rincer la bouche du goût amer de cette conversation. Vous vouliez 5 millions, ai-je dit. La réponse est non. Vous n'aurez pas un centime. Par contre, voici ce que vous allez me donner. J'ai fait signe à Cyprien. Il a ouvert le dossier, Némésie. Il est temps de vous présenter mon partenaire silencieux, ai-je dit. Vous connaissez la société Némésie Invest? Mon père a levé la tête, l'espoir brillant dans ses yeux. Oui. C'est le fonds qui a racheté nos dettes au Crédit Agricole. Ils ont été très compréhensifs. Ils n'ont pas encore demandé de remboursement. C'est exact, ai-je dit. Némésie est très patient. Parce que Némésie, c'est moi. L'annonce a eu l'effet d'une bombe nucléaire dans la pièce. Le temps s'est arrêté. J'ai vu les rouages tourner dans le cerveau ralenti de mon père. Némésie. La déesse grecque de la vengeance divine. Le nom de la société qui possédait leur vie. Et cette société, c'était moi. La fille qu'il avait jetée dehors. Toi, a-t-il bégayé. Mais, c'est impossible. C'est un fonds luxembourgeois. Je possède 100% des parts, ai-je confirmé. J'ai racheté votre dette hypothécaire il y a 2 ans. J'ai racheté les dettes de l'entreprise il y a 6 mois. Et j'ai racheté tes dettes de jeu, Gontran. Oui, je sais pour le casino d'Évian. Il s'est effondré sur sa chaise, comme si on lui avait coupé les fils. Je possède cette maison, ai-je continué impitoyablement. Je possède les murs, le toit qui fuit, les meubles, et même le fauteuil dans lequel tu es assis. Tu n'es plus chez toi, père. Tu es chez moi. Et je suis un propriétaire très exigeant. Ma mère s'est mise à hyperventiler. Tu ne nous mettrais pas dehors? Nous sommes tes parents. C'est Noël. Vous m'avez mise dehors à Noël il y a 12 ans, ai-je rappelé. L'histoire a un drôle de sens de l'humour, n'est-ce pas? Soudain, le téléphone d'Iseult a sonné. Une notification bruyante. Puis une autre. Et une autre. Elle a regardé son écran et a poussé un cri strident. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle hurlé. Ma carte ne marche plus. J'ai essayé de commander un Uber pour partir d'ici et ça dit « fonds insuffisant ». Et, oh mon Dieu! Elle a couru vers la fenêtre. Dehors, des gyrophares bleus clignotaient dans la nuit enneigée. Une dépanneuse était en train de charger la Porsche Cayenne. Ma voiture. Ils prennent ma voiture. Ce n'est pas ta voiture, Iseult, a dit Cyprien calmement. C'est la propriété de la société de leasing. Et comme tu n'as pas payé les 3 dernières mensualités et que le chèque de caution était en bois, j'ai pris la liberté de les informer de la localisation du véhicule. La police est avec eux pour constater l'escroquerie. Iseult s'est retourné vers moi, le visage déformé par la haine et les larmes de mascara. Tu es un monstre. Tu as ruiné ma réputation. Mes followers vont voir ça. Tes followers? J'ai ri. Regarde ton téléphone, Iseult. J'ai aussi fait publier un petit communiqué de presse il y a 10 minutes. Révélant que tes sacs sont des faux et que tes voyages à Dubaï sont payés par des sponsors masculins très âgés. C'est fini.
L'influenceuse est morte. Elle a regardé son écran. Les commentaires défilaient à toute vitesse. Des insultes, des moqueries. Son monde artificiel s'écroulait en direct. Elle a jeté son téléphone contre le mur et s'est effondrée en sanglots sur le tapis. Bien, ai-je dit en me levant. Maintenant que nous avons établi qui possède quoi, passons aux choses sérieuses. J'ai posé un document unique au centre de la table. Voici votre seule issue. Mon père a regardé le document comme si c'était un serpent venimeux. Qu'est-ce que c'est, a-t-il croassé. C'est un acte de cession totale, a expliqué Cyprien. En signant ce document, vous transférez la propriété intégrale de la faïencerie de Lamberty et du manoir à mademoiselle Azili. En échange, elle s'engage à ne pas porter plainte pour fraude à la charité, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, et escroquerie. Vous nous prenez tout, a murmuré ma mère. Je ne prends rien qui ne soit déjà perdu, ai-je corrigé. Je vous offre la liberté. La liberté de ne pas finir vos jours en prison. Et si on refuse, a défié tante Mao, bien que sa voix tremble. Option B, ai-je dit. Je laisse la justice suivre son cours. Les huissiers arrivent demain à 8 heures. La police arrive à 9 heures pour l'affaire de la fondation. Vous serez arrêté, menotté devant les voisins, et incarcéré en attente de jugement. Vu les montants, vous ne sortirez pas avant 2035. J'ai vu la terreur pure dans les yeux de ma mère. La prison. Pour une femme comme elle, c'était pire que la mort. C'était la laideur, la promiscuité, l'uniforme orange. Et si on signe, a demandé mon père, vaincu. Si vous signez, je vous donne un chèque de 200 000 euros. Assez pour acheter un petit appartement en Bulgarie ou au Maroc. Vous partez. Loin. Et vous ne revenez jamais. Vous changez de nom. Le nom de Lamberty est à moi maintenant. Vous l'avez sali, je vais le nettoyer. Et maman, a demandé mon père en regardant Mamie Zélie. Mamie vient avec moi, ai-je dit fermement. C'est non négociable. Elle est la seule chose de valeur que je récupère dans cette maison. Mamie Zélie a levé son verre d'eau, sa main tremblante mais ses yeux brillants de fierté. Je suis prête, ma chérie. Sors-moi de ce trou à rats. Le silence a duré une éternité. Seul le bruit du vent hurlant dehors et les reniflements d'Iseult brisaient le calme. C'était la fin d'une époque. La fin d'une dynastie de mensonges. Gontran a pris le stylo Montblanc que Cyprien lui tendait. Sa main tremblait tellement qu'il a dû la tenir avec l'autre main. Il a regardé ma mère. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage botoxé. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient piégés par leur propre cupidité. Tante Mao a été la première à bouger. Je ne suis pas responsable des dettes de l'entreprise, a-t-elle dit précipitamment. Je n'ai rien signé. Je veux partir. Vous étiez trésorière de la fausse fondation, madame, a rappelé Cyprien. Votre signature est sur les chèques détournés. Mao a poussé un petit cri étouffé. Elle a arraché le stylo des mains de mon père. Où est-ce que je signe? Je veux l'immunité. Elle a griffonné son nom et s'est précipitée vers la sortie sans un regard en arrière, abandonnant sa famille comme le raquette le navire. Puis ce fut au tour d'Iseult. Elle s'est relevée du tapis, son maquillage ruiné. Elle ressemblait à un clown triste. Je vais faire quoi moi, a-t-elle gémi. Je ne sais rien faire. Tu apprendras, ai-je dit froidement. Le monde a toujours besoin de serveuses. J'ai commencé comme ça. Ça forge le caractère. Elle a signé en pleurant, une signature rageuse qui a déchiré le papier. Puis elle est partie dans sa chambre faire ses valises, probablement pour voler tout ce qu'elle pouvait emporter. Il ne restait que mes parents. Le roi et la reine déchus. Gontran a signé lentement. J'ai vu quelque chose mourir dans ses yeux au moment où l'encre a touché le papier. Son orgueil. Son identité. Il n'était plus le comte de Lamberty. Il n'était plus qu'un vieil homme ruiné. Hermine a signé en dernier. Elle m'a regardé avec une haine pure. Tu es une fille ingrate, a-t-elle sifflé. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Vous n'avez rien fait pour moi, ai-je répondu, me penchant vers elle. Vous m'avez donné la vie, c'est vrai.
Mais c'est moi qui ai dû me donner une raison de vivre. Adieu, mère. Profite bien de la Bulgarie. Cyprien a récupéré les documents, les a vérifiés et les a rangés dans sa mallette. La transaction est close. La maison appartient désormais à la société Némésie. Je vous donne jusqu'à demain midi pour vider les lieux. Après cela, les serrures seront changées. J'ai contourné la table et j'ai saisi les poignées du fauteuil de Mamie Zélie. On y va, mamie. Je l'ai poussée vers la sortie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas regardé la table avec le canard froid, les verres vides et mes parents pétrifiés. Ils faisaient déjà partie du passé. Nous sommes sortis sur le perron. La tempête faisait rage, mais je ne sentais pas le froid. Je sentais une chaleur intense, celle de la libération. Cyprien et le garde du corps ont aidé Mamie Zélie à monter dans le 4x4 chauffé. Je l'ai installé confortablement, l'enveloppant dans une couverture en cachemire que j'avais apportée. « Ça va aller ?» lui ai-je demandé. Elle a souri, un vrai sourire édenté. Je n'ai jamais été aussi bien. J'ai cru que je mourrais dans cette maison, Azili. Tu m'as sauvé la vie. On se sauve mutuellement, mamie. Je suis montée au volant. Cyprien s'est assis à côté de moi. Beau travail, a-t-il dit sobrement. Chirurgical. Merci, Cyprien. J'ai démarré le moteur. Alors que nous descendions l'allée, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application de domotique que j'avais fait installer à distance par la compagnie d'électricité. En tant que nouveau propriétaire légal, j'avais les codes. Regarde, ai-je dit à Cyprien. J'ai appuyé sur un bouton, coupure générale. Dans le rétroviseur, j'ai vu le manoir. D'un coup, toutes les lumières se sont éteintes. Les guirlandes, les lustres, les lampes. La maison a été avalée par la nuit noire et la tempête. C'était fini. Le règne des de Lamberty à Chamonix était terminé. 6 mois ont passé depuis cette nuit-là. Aujourd'hui, je vous écris depuis la terrasse de ma maison en Provence. Il fait doux, l'air sent la lavande et le thym. Mamie Zélie est dans le jardin. Elle a repris du poids, ses joues sont roses. Elle s'occupe de ses rosiers et elle chante. Elle est heureuse. Quant à mes parents et Iseult, j'ai entendu dire qu'ils vivent dans un petit appartement à la périphérie de Sofia. Iseult travaille dans un centre d'appel. Mon père passe ses journées à boire de la bière bon marché en racontant à qui veut l'entendre qu'il est un conte français victime d'un complot. Personne ne le croit. Certains diront que j'ai été cruel. Que j'aurais dû pardonner. Que le sang est plus important que tout. À cela, je réponds, le sang vous rend parent biologiquement, mais c'est l'amour et le respect qui font de vous une famille. Quand on vous coupe une jambe, vous ne la recousez pas si elle est gangrenée. Vous apprenez à marcher avec une prothèse. J'ai coupé les liens qui m'empoisonnaient. Et pour la première fois de ma vie, je respire librement. Merci d'avoir écouté mon histoire. C'était difficile à revivre, mais nécessaire. Si cette histoire de justice vous a plu, s'il vous plaît, mettez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Et vous, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Prenez soin de vous et de ceux qui vous aiment vraiment. À bientôt.